Yo, salut à tous, c'est Locan avec beaucoup trop de cheveux et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire le résumé le plus complet, le bilan le plus complet de l'Apple Event de hier soir, le Spring Loaded. Hier soir à 22h, j'ai déjà publié mes réactions à chaud à cet event. Là, après une journée à réfléchir, à croiser des sources, à aller voir ce qui se disait un petit peu partout, l'idée c'est d'avoir dans cette vidéo tout ce que vous pouvez vouloir savoir sur cet event. Alors, traditionnellement, un Apple Event, ça s'appelait un Special Event. C'est pour ça que hier soir, c'est pour ça que sur les derniers événements, je continue, moi, historiquement, d'appeler ça un Special Event. Il m'avait fallu pas mal de temps pour passer de Keynote à Special Event. Là, maintenant, c'est des Apple Events depuis un peu plus d'un an, peut-être même 2 ans, mais j'ai tout simplement loupé cette transition. Foncièrement, c'est pas très dramatique, mais un petit peu de nomenclature ne fait pas de mal. Cette conférence, elle a du retard sur le planning initial, puisque traditionnellement, le premier keynote, le premier special event, le premier Apple event de l'année, il est en mars et il porte sur les iPad Pro. Là, on est mi-avril, vous voyez bien qu'on a presque un mois de retard pour un événement qui, traditionnellement encore une fois, porte sur les iPad Pro, mais sur lequel il y a souvent des petits trucs en plus, et là il y a eu pas mal de petits trucs en plus. C'est au début de cette vidéo, avant que vous ne décrochiez, que je vous rappelle qu'il est pertinent de me suivre sur YouTube, pas uniquement pour les vidéos YouTube, mais aussi pour tous les behind the scenes et les stories qui arrivent sur YouTube. J'ai quitté Instagram, je suis à donf sur YouTube et sur locan.jp, mon site, mais ça fait 15 ans maintenant, donc abonnez-vous, activez les notifications, parce que réellement du contenu intéressant arrive, je vous en reparle au cours de cette vidéo, et surtout il y a de temps en temps et régulièrement des stories, des behind the scenes, la rédaction de cet article tout à l'heure, etc. Bref, plein de trucs très cool. On attaque immédiatement avec les AirTags et non pas les AirTags. J'ai tendance à rajouter un S à la fin, mais non, ce sont des AirTags, de la même manière que ce sont des iPads ou des iPhones, il n'y a pas de S à la fin, c'est un nom. Les AirTags, c'est un truc un petit peu plus grand qu'une pièce de 2 euros, ça fait 11 grammes, c'est ultra léger et on en parle depuis 2 ans. Il y a une rumeur qu'Apple sortirait un produit qui permettrait de suivre ses clés, par exemple attacher un porte-clés, de suivre un sac, quel que soit l'objet avec lequel on va l'associer, via l'application Find My, localiser mes amis, localiser mon iPhone historiquement, et ça permet du coup de suivre ses clés, son sac à dos, son vélo, ce que vous voulez. C'est enfin officiel, Apple vient de l'annoncer hier, les AirTags. L'objectif des AirTags, donc, c'est de suivre un objet sur lequel le AirTag va être associé. Donc je prends l'exemple d'un porte-clés parce que c'est facile et qu'il existe déjà plein d'accessoires pour associer un AirTag avec un porte-clés. Il y a des porte-clés proposés par Apple, il y a des porte-clés Hermès, très luxueux et très chers également. Ça utilise tout simplement le réseau Ultra Wideband. Je dois vous faire une vidéo à ce sujet, je sais pas trop quand, sûrement la semaine prochaine, mais c'est super important, le réseau Ultra Wideband et le réseau Find My, de la même manière que votre iPhone ou votre Mac peut utiliser le réseau Find My, le réseau localisé, mais je sais pas comment ils ont traduit ça en français. En gros, vous perdez votre device, votre iPhone, votre Mac, et vous allez le signaler comme perdu à Apple via l'application Find My, et ce faisant, le signalant comme perdu, ça envoie à Apple l'information que cet identifiant Bluetooth est perdu. Alerte à tous les iPhones et tous les iPads, tous les Macs qui sont en circulation sur la planète. Si vous croisez cet identifiant Bluetooth, remontez-le à tel utilisateur. Pas à Apple, à l'utilisateur. Donc en l'occurrence, moi par exemple, si je perds mon Mac, si je perds mon iPhone, je le signale comme perdu et ça va me remonter à moi dès qu'un autre iPhone ou un autre Mac, un autre iPad passe à proximité de Bluetooth de mon iPhone perdu. Ça va me remonter une notification à moi pour me dire « Hey, j'ai relocalisé ton truc ». Pas loin de tel endroit. C'est bien mieux que de la triangulation Wi-Fi à l'époque. Sur les Mac, il fallait que le Mac soit connecté à un réseau Internet pour pouvoir envoyer ce signal de détresse. Là maintenant, ça fonctionne avec tout le réseau Find My depuis 2 ans, je crois, et c'est prodigieux. C'est la même chose pour les AirTags. Les AirTags, quand votre AirTag est perdu, vous le signalez comme perdu, et peu importe où il va être sur la planète, dès qu'il va croiser un device Apple en Bluetooth, le device Apple va croiser le AirTag et sa position GPS à lui-même et remonter les données sur le serveur d'Apple. J'ai croisé certaines personnes qui disaient qu'il y avait des GPS dans les AirTags, c'est faux, il n'y a rien, il y a juste une puce Bluetooth, une puce Ultra Wideband, j'y viens dans un instant, et une pile CR2032. Pourquoi Apple a mis une pile 2032 là-dedans? C'est les piles boutons un petit peu grosses là qui font la taille d'une pièce de 1 euro. Pour une entreprise qui veut défendre l'écologie, je ne comprends pas que ça soit pas une batterie. Donc la partie localisation avec le réseau Find My, vous l'avez compris, ça fonctionne avec le Bluetooth. Si vous n'êtes pas loin de votre trousseau de clés, il y a une petite vidéo très drôle où un monsieur fonce dans son canapé en allant chercher son trousseau de clés, et bien en réalité, si vous n'êtes pas trop loin, on va switcher sur le réseau Ultra Wideband qui va faire en sorte de localiser avec
une extrême précision votre AirTag perdu via votre iPhone. Ça fonctionne à partir des iPhone 11 uniquement. Les iPhones précédents, il faudra bêtement faire sonner le AirTag à distance. À partir des iPhone 11, vous avez une localisation ultra précise à quelques centimètres près de où va se situer votre AirTag chez vous. Et ça, c'est prodigieusement prodigieux, réellement. C'est trop cool. Donc un combo de Bluetooth pour c'est à distance et de ultra wideband pour c'est vraiment pas loin de moi, à quelques dizaines de mètres maximum. Il y a deux problématiques qui se posent suite à l'apparition des AirTags. Vous avez été nombreux à parler d'espionnage hier dans les commentaires. Il suffit de mettre le AirTag dans le sac à main de sa copine ou que sa copine mette un AirTag dans la boîte à gants de la voiture pour pouvoir nous traquer, etc. Oui, effectivement, mais Apple a pensé à tout ça. Vous vous doutez bien que si moi, on y pense, la fioritude d'ingé qu'il y a chez Apple ont effectivement pensé à ce problème. Si un AirTag se déplace en même temps que vous recevrez une notification sur votre téléphone pour vous dire « Hey, il y a un AirTag qui te suit, fais attention, s'il n'est pas à toi, fais gaffe, t'es peut-être suivi. » Il y a la deuxième chose qui est de savoir comment ça va se comporter si on vous vole un produit. Si on me vole mon sac à dos par exemple et que le voleur a un iPhone, elle est où la nuance, où est le curseur entre le voleur m'a volé mon sac à dos et il va être prévenu que j'essaye de le suivre avec mon AirTag. Je suppose que ça sera le moment où je déclenche le mode perdu sur mon AirTag. Si j'ai le mode perdu, ça ne met pas en place le mode de prévention de suivi vie privée, machin, tout ça, mais il y a un petit peu de flou là-dessus. Pareil, les AirTags sortent en commande vendredi là à 14h, ça arrivera vendredi prochain. Vous êtes sûr que vous avez un test dans les quelques jours qui suivent, donc si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, pour répondre à cette question comme à plein d'autres questions que je vous laisserai poser dans les commentaires si vous vouliez que je teste des trucs en particulier, eh bien je ferai un test le plus complet possible comme j'ai l'habitude de faire sur ces AirTags pour répondre à ces questions qu'on se pose tous, moi le premier. Il y a aussi certaines personnes qui ont croisé le fait qu'un AirTag isolé de son propriétaire allait émettre un son au bout d'un certain moment pour dire « Hey, je suis là, je suis un AirTag, localise-moi ». C'est au bout de 3 jours. Et ce 3 jours, il est server-side Apple, il est côté serveur Apple. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, Apple peut dire « Bon, il y a trop d'abus, 3 jours c'est trop long, on va le passer à 1 jour ou on va le passer à 5 jours ». Et c'est absolument pas lié au AirTag, c'est absolument pas lié à votre téléphone, c'est nullement lié à du matériel en fait, c'est juste un réglage logiciel qui dit que un AirTag isolé de son propriétaire pendant 3 jours va commencer à émettre un son pour dire mais il y a des chances que tu sois pas au bon endroit en fait. Donc toujours pareil, qu'est-ce qui se passe si la personne qui est à côté de votre AirTag est un voleur? Vous lui signalez juste sa position. Je pense vraiment qu'il y a un coup à jouer avec la partie j'ai perdu, donc je signale que j'ai perdu. Quand on a perdu quelque chose, c'est dans les quelques dizaines de minutes, dans les quelques heures maximum qu'on signale quelque chose est volé. Donc il y a de très fortes chances qu'à partir du moment où on le signale comme perdu, le tracking change et on n'est plus en mode je peux traquer et suivre sur la carte, voir où c'est que ça se balade, mais plutôt il est paumé et je vois réellement où il est précisément dès qu'il vient se reconnecter. Il y a sûrement une notion comme ça. Encore une fois, on en reparlera. L'article est prévu le dimanche 2 mai ou le lundi 3 mai. Ça dépendra si je sors la vidéo le dimanche ou le lundi. Encore une fois, le dimanche matin. Je ne sais pas trop si c'est votre kiff ou pas. Vous me le dites dans les commentaires si le dimanche matin c'est votre kiff. On va voir ça dans pas longtemps. On a ensuite une Apple TV 4K HDR qui arrive et pour beaucoup de personnes, il n'y a pas de différence fondamentale avec le modèle 4K HDR qui existe dès à présent. Mais c'est une évolution gentille, une évolution mignonne qui prépare l'Apple TV 4K HDR, l'Apple TV tout court, comme dit Apple, pour le futur. Pour le futur, pourquoi? Parce que cette Apple TV tout court, du coup, elle intègre un port HDMI 2.1. Ça veut dire que on va pouvoir faire du e-arc, ça veut dire qu'on va pouvoir faire du dynamique HDR, ça veut dire qu'on va pouvoir aller chercher de la 8K et des trucs un petit peu plus sexy, ou du 4K à 120 Hz, 4K HDR à 120 Hz. Peut-être, dans tous les cas, le tuyau HDMI 2.1 est là, il peut faire passer une quantité incroyable de data et encore une fois, on se projette dans l'avenir. Il n'y a plus que des limites logicielles puisque maintenant elle intègre une puce A12 Bionic, donc de la patate en fait. Apple peut faire ce qu'il veut avec cette Apple TV, il y a de la puissance. Le premier truc qu'Apple évoque, c'est de l'HDR à fréquence élevée, c'est-à-dire que si vous voulez diffuser du contenu en Dolby Vision à 60 fps, filmer avec votre iPhone par exemple, et bien vous pouvez, l'Apple TV sait le gérer sans aucun problème. AirPlay va être mis à jour avec tvOS 14.5 qui devrait sortir la semaine prochaine on suppose, et pour permettre justement de faire du stream en AirPlay 2 de contenu Dolby
Dolby Vision à 60 fps. Beaucoup de specs dans cette vidéo. Mais les trucs réellement importants pour demain, c'est pas forcément l'HDMI 2.1, mais c'est la technologie Thread dont je devais vous parler la semaine dernière et j'ai un petit peu honte de ne pas l'avoir fait parce que on en a parlé pas mal cette semaine. Donc encore une fois, c'est un article qui sortira la semaine prochaine. Abonnez-vous, activez les notifications, ma chaîne, tout ça. Et cette technologie Thread, elle est très très importante pour la domotique de demain et pour HomeKit de demain. On a également du 802.11 AX, communément appelé du Wi-Fi 6, qui arrive sur cette Apple TV, alors que jusqu'à maintenant, c'était du Wi-Fi 5, du Wi-Fi AC tout court. On va pas se mentir, pour l'immense majorité des gens, comme moi la première fois que j'ai vu cette vidéo, la vraie nouveauté, c'est la TV Remote en aluminium totalement recyclé, avec un bouton sur le côté, avec un bouton on-off pour l'Apple TV, avec un bouton silencieux directement sur l'Apple TV, avec une click wheel qui nous permet de scroller rapidement dans du contenu, avec tous ces petits boutons en fait qui rappellent les anciennes Apple TV Remote, ou tout simplement, je crois que ça s'appelait une Magic Remote à l'époque, qui permettait de piloter en fait son Mac tout simplement, et 100% aluminium recyclé, aluminium et noir, c'est magnifique, c'est très très beau. Ce bouton Siri sur le côté, moi ça me gonfle toujours que tous mes systèmes étant en anglais, mon Apple TV ne fait pas exception, elle est en anglais également, et si mon Apple TV est en anglais, je ne peux pas mettre Siri en français dessus, je ne peux pas mettre Siri tout court, en fait, si mon Apple TV est en anglais et que la zone de mon App Store est en français, alors que sur tous les autres devices ça marche. Limitation purement logicielle et, pour être très franc, un petit peu ridicule. Je pense que la prochaine Apple TV, elle sera à nouveau en français pour pouvoir utiliser Siri dessus. C'est quand même pratique, Siri. On parlait hier soir, il y a quelques heures à peine, de la calibration de votre télé, de votre Apple TV en réalité, avec votre iPhone. Le fait de venir mettre votre écran d'iPhone sur la télé pour avoir une colorimétrie, comme vous feriez avec une sonde colorimétrique, mais tout simplement via un iPhone, et bien en fait ça, c'est pas limité à la nouvelle Apple TV. Ça sera disponible la semaine prochaine avec iOS 14.5 et tvOS 14.5. Il faut les deux. Vous pouvez faire la modification, c'est absolument pas destructif, vous pouvez appliquer ce réglage et revenir en arrière, ensuite faire non, en fait j'ai pas envie. Une fois que le réglage est fait, ça vous propose de choisir l'un ou l'autre, si vous voulez la version modifiée ou la version que vous aviez configurée vous précédemment. Bref, très pratique, une fois de plus, très bien pensé. La surprise qui n'en est pas vraiment une, c'est le redesign de l'iMac, le nouvel iMac qu'on attend depuis un petit moment. Et cet iMac, en fait, maintenant, c'est tout simplement un iPad Pro de 24 pouces sur un pied en aluminium qui ressemble au Pro Display XDR. Encore une fois, c'est beau, c'est juste fin, c'est magnifique, c'est incroyable. Je me demande comment ils font pour entrer un ordinateur là-dedans. Et en fait, c'est tellement fin que même la prise jack, c'était compliqué de la mettre dans le châssis de l'ordinateur, donc elle est plus derrière, mais elle est sur le côté gauche maintenant, comme sur un iPad. En fait, la prise jack est sur le côté gauche. Le port RJ45 également, c'était un challenge de venir le mettre dans le châssis. C'est pour ça que maintenant, ce port RJ45, il est déporté sur le bloc d'alimentation plus loin, et c'est aussi pour ça que le bloc d'alimentation est déporté et plus dans le châssis, et que le bloc ne vient pas avec une prise traditionnelle se clipser dans l'ordinateur, dans le châssis en aluminium de l'ordinateur, mais qui est uniquement magnétique, parce que tout simplement il n'y avait pas la place de mettre la prise femelle à l'intérieur. En fait, c'est aussi simple que ça. Tout ça, en fait, tout ce qui semble être ultra sexy, l'alimentation magnétique, le port RJ45 sur le bloc d'alimentation, etc., c'est juste des contraintes qu'Apple a contournées en faisant un design, en adaptant un design autour pour permettre d'avoir l'usage de RJ45 et d'avoir une alimentation, ça peut être utile sur un ordinateur. Mais à la base, c'est juste parce que le châssis est trop fin et il a fallu contourner ça d'une manière ou d'une autre. Et moi, c'est ces petites anecdotes que je surkiffe en fait dans le design des produits Apple, la manière qu'ils ont de contourner des problèmes et d'en faire des features en fait, d'en faire quelque chose de fonctionnel en mode hey, regardez, on a fait ça, c'est vraiment bien. Et ouais, c'est vrai que c'est vraiment bien. Ouais, mais en fait, ça part d'une contrainte, on n'était même pas obligé de faire ça. Ça, on voulait pas le faire à la base, on voulait faire un truc plus simple. C'est trop cool. Comme tous les Macs sortis depuis l'année dernière, évidemment, il arrive avec un SoC, un System on a Chip, Apple M1, donc traditionnellement 8 cœurs de CPU, 8 cœurs de GPU, 16 cœurs de réseau neuronal, 8 Go de RAM, 16 Go de RAM. On a une version, encore une fois, avec du binning, c'est-à-dire qu'on va avoir 7 cœurs de GPU et pas 8 cœurs de GPU. Bon, ça reste très simple, le binning, je vous l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur le processeur, la puce Apple M1, pardon, c'est tout simplement le fait d'avoir des cartes gravées qui vont être défectueuses, et au lieu de les jeter, parce qu'on peut réutiliser que 7 cœurs de GPU dessus au lieu de 8, et bien en fait on va les reconditionner et dire, on peut en utiliser que 7, très bien, on va en utiliser 7 au lieu des 8, et on vendra ça un petit peu moins cher, très bien. Apple réutilise un petit peu comme ça des produits qui seraient normalement déclassés, dégradés, et c'est très bien en fait, tout simplement. Un des trucs très cool sur cet iMac, c'est qu'il arrive avec 7 couleurs
Ce que j'aime pas trop, moi, c'est que le bord de l'écran avant était noir, maintenant il est blanc. Pourquoi? Niveau contraste, c'est perturbant. Et que si le dos est très acidulé, le rouge est magnifique, et bien le pied va vriller sur une espèce de rose pâle bizarre avec le blanc devant. Ça fait de face, je les trouve très girly ces ordinateurs, et c'est un petit peu dommage parce que de dos ils sont ultra péchus, et je les trouve vraiment très très beaux, et ça j'ai un petit peu de mal. Un des trucs très cool, pardon, c'est le fait que les Magic Keyboard et les Magic Trackpad qui vont arriver avec seront de la même couleur que l'ordinateur que vous allez commander. Vous commandez un ordinateur rouge, le Magic Keyboard, le Magic Trackpad ou la Magic Mouse arriveront rouge également, enfin dans ce rouge un peu pâle rosé chelou. Et vous avez 3 options maintenant au lieu de 2 pour les claviers. Avant il y avait le clavier court, tout simple, il y avait le clavier long avec le pavé numérique sur le côté, et maintenant un 3e clavier arrive avec Touch ID dessus, et ça c'est très très bien. J'ai quand même un petit peu de mal à comprendre pourquoi on pousse Touch ID là-dessus alors qu'on pousse Face ID sur d'autres devices mobiles, alors que quoi de mieux qu'un iMac pour mettre Face ID, vous êtes pile en face de lui pour faire de l'authentification, c'est vraiment cool. Je le comprends pas, mais bon, en même temps, c'est pas mon rôle de le comprendre. Je suppose qu'il y a une raison et que j'ignore en fait au moment où je fais cette vidéo. Et ces claviers seront compatibles avec tous les Mac M1, c'est-à-dire qu'actuellement ils sont vendus en bundle avec les iMac, mais si Apple décide demain de les vendre au détail, ou tout simplement que vous avez un iMac et un MacBook Air également à côté, et bien vous pouvez associer en Bluetooth sur les 2 ordinateurs ce clavier, et Touch ID fonctionnera sur les 2 ordinateurs. Mais il vous faut un Mac M1 pour que le Secure Enclave du clavier fonctionne. L'écran donc est un 24 pouces, je vous l'ai dit au début, un iPad Pro de 24 pouces sur un pied de Pro Display XDR, et le souci en fait de ce 24 pouces, c'est qu'en fait c'est un 23,5 pouces. Alors moi ça me dérange un petit peu que Apple propose un iMac 24 pouces en l'appelant 24 pouces alors que c'est un 23,5, mais à côté l'iPad Pro qui est en 12,9 pouces, ça fait des années qu'ils nous font chier à appeler ça une iPad Pro 12,9 pouces et pas un iPad Pro de 13 pouces. Pourquoi faire simple? Bon, la résolution, elle est encore une fois un petit peu bâtarde, hein, du coup, puisque c'est du 4,5K sur cet écran de 23,5 pouces. On est en 4480p sur 2520 pixels de mémoire, un truc comme ça. Et ben voilà, résolution un petit peu bâtarde, 4,5K, encore une fois. Truc particulier, il y a 2 modèles. La version avec le GPU binning, là, qui a 7 cœurs de GPU, celui-là n'aura que 2 ports Thunderbolt 3 et 2 ports qui font aussi 2 ports USB 4 à l'arrière. La version normale, entre guillemets, 8 cœurs de CPU, 8 cœurs de GPU, celle-là, elle arrive avec 2 ports Thunderbolt 3 USB 4, et à côté, il y a également 2 ports USB-C 3.1 Gen 2, qui sont donc des ports de 10 gigabits par seconde. Ils sortent d'où, on ne sait pas trop. Pourquoi ils y sont sur l'iMac, du coup la puce Apple M1 peut le gérer. Pourquoi ils ne sont pas sur les autres machines, comme le MacBook Pro? Ben, voilà, des petits doutes. La version 7 cœurs de GPU est à 1499 €, je vais chercher la fiche, 1449 €, et la version 8 cœurs de GPU, elle est à 1669 €, avec encore une fois des options. Ça part avec 256 Go de SSD, mais vous pouvez aller taper les 2 Tera si vous le désirez, et vous pouvez rajouter 16 Go de RAM également si vous le désirez. On perd le port SD, puisqu'encore une fois, on n'a pas la place de le mettre derrière. On aurait peut-être pu le mettre sur les côtés, c'était quand même pratique, un slot SD. C'est vraiment dommage qu'Apple s'entête à supprimer les slots SD. Par contre, on gagne une webcam, une FaceTime HD en 1080p, avec des micros, 3 micros en beamforming, donc très directionnel. Je vous en parlais hier encore une fois, dans la démo, on a quelqu'un qui parle avec des enfants qui jouent derrière, quelqu'un qui fait une visio pour le boulot, et du coup, en fait, on entend uniquement le son de la personne qui parle. On doit quand même entendre la marmaille qui court un petit peu derrière, mais en réalité, c'est réellement prévu pour faire une réduction de bruit, et on a du spatial audio, de l'audio spatial, qui arrive sur ces iMac, et c'est le premier iMac, le premier Mac avec du spatial audio dessus. Traditionnellement, il faut mettre vos AirPods Pro et tourner la tête pour que ça marche sur du contenu Dolby Atmos, mais là, ça marche même sur un iMac, un Mac comme ça sur votre bureau. Ça, c'est très très cool. 6 haut-parleurs et 2 woofers avec les pavillons là qui s'annulent automatiquement. Et pour finir, moi, le truc qui me bluffe, c'est que cet iMac pèse 5 kg, 4,48 kg, quelque chose comme ça. Et enfin, moi, je me souviens de mes derniers iMac qui faisaient 12 plombes. Celui-là fait 5 kg. Alors, il fait que 24 pouces, ok, mais 5 kg. C'est prodigieux. Il me tarde encore une fois. Il sera commandé, il sera testé, il sera déballé déjà, et il sera testé également sur la chaîne YouTube. Donc, encore une fois, et toujours pareil, le petit subscribe. Bon, et pour terminer, l'iPad Pro. C'est une conférence iPad. On est en avril. Bon, ça aurait pu sortir en mars, mais
début d'année, première conférence, on sait que c'est l'iPad Pro tout le temps. Tout le monde s'attendait donc à avoir un iPad Pro, on s'attendait plus ou moins à avoir des écrans mini LED, il y avait une rumeur là-dessus, c'était cool, c'était attendu. On ne s'attendait absolument pas à ce que Apple dise l'iPad Pro maintenant, c'est un processeur Apple M1. Bisous. Du coup, c'est alors pas un processeur, c'est un SoC, un System on a Chip, c'est un SoC Apple M1 dans l'iPad Pro. Et la frontière qu'il y a entre le Mac et l'iPad, eh ben, se réduit encore un petit peu, quoi. Mais genre beaucoup, parce qu'on n'est plus sur du processeur réellement dédié à de la tablette, on a le même processeur que dans n'importe quel Mac sorti depuis 6 mois, un peu plus même, chez Apple. Donc, c'est réellement ouf, en fait. Plus de... Et comme me disait Thomas dans la vidéo hier, comme je vous dis que c'est pertinent de mettre des commentaires dans les vidéos, comme me disait Thomas dans la vidéo d'hier, rien n'empêche Apple, maintenant qu'il y a un SoC Apple M1 à l'intérieur, de publier Final Cut Pro 10 ou Logic sur iPad, parce qu'il y a le même processeur à l'intérieur. Donc c'est juste une notion de est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on ne veut pas. En réalité, c'est la même architecture, c'est même le même processeur. Donc techniquement, les applications professionnelles peuvent arriver dessus. Et moi, en fait, je qualifie, comme je vous disais hier, je qualifie la performance d'un produit avec le fait de savoir si je peux être productif dessus. Je sais qu'avec un Mac, j'ai macOS dessus, donc j'ai mon Finder, j'ai mon NAS, j'ai mon Final Cut, je peux produire du contenu avec mon Mac. Si demain Apple met à jour Final Cut Pro 10 pour que ça soit disponible sur iPad, ben en fait, je peux faire exactement la même chose que ce que je fais là, mais sur un iPad, tous mes arguments, ils s'envolent. Et Florian va même encore plus loin. Florian du Discord, du coup, donc vous avez le lien en description, me dit, mais pourquoi ne pas avoir un iPad qui, utilisé en tant que tablette, fait tourner iPadOS, et à partir du moment où on le met sur un dock quelconque, un clavier, ce que vous voulez, et bien plouf, il switch et il passe en mode macOS. Donc les deux systèmes d'installer dessus, en fonction du device qu'on utilise, paf, ça active l'un ou l'autre pour des notions d'économie d'énergie et d'efficience, ou tout simplement d'ergonomie, pourquoi pas. Et ouais, quoi. Donc l'iPad Pro de 12,9 pouces, de 13 pouces, elle passe maintenant sur un écran en Liquid Retina XDR, donc Extreme Dynamic Range, parce qu'on passe sur une technologie de rétroéclairage en mini LED. C'est-à-dire qu'il y a plein de toutes petites LED, il y en a 10 000 sur la taille de l'écran de 13 pouces, 10 000 mini LED qui vont permettre de gérer plus dynamiquement le ratio et le contraste surtout de l'image, pas le ratio du tout, mais le contraste de l'image pour s'approcher de l'OLED, s'approcher uniquement puisqu'on arrive à 1 million pour 1 de taux de contraste, c'est prodigieux. Il me tarde encore une fois de la tester, madame, à l'iPad Pro 13 pouces de l'année dernière. On fera un vrai comparatif l'une par rapport à l'autre en termes de performance déjà, mais également en termes de qualité d'image, voir si réellement il y a l'écart qu'Apple prétend qu'il y a. Et ça nous permet de monter à 1000 nits en luminosité quand l'iPad de 11 pouces, l'iPad Pro de 11 pouces s'arrête à 600 nits, 1000 nits de luminosité continue et 1600 nits en crête, c'est-à-dire qu'on a un écran excessivement lumineux, d'où le Liquid Retina XDR, Extreme Dynamic Range. Je pense qu'on peut réellement avoir des zones très très lumineuses. Et le mini LED sur ça, c'est prodigieux. C'est les mêmes ratios, c'est les mêmes luminosités, 1000 nits et 1600 nits, que le Pro Display XDR. Encore une fois, l'écran haut de gamme d'Apple qui vaut 6000 balles. Sauf que le Pro Display XDR, il fait 2 cm d'épaisseur, il y a 2 ventilateurs à l'intérieur, et ça consomme plus de 100 watts. Je crois que c'est 150 watts pour juste l'écran. Là, on a un châssis qui est totalement passif dans un iPad Pro, et on a un châssis surtout qui est ultra fin, ça fait quelques millimètres d'épaisseur, la taille de l'écran, pas le châssis complet, mais la taille de l'écran. Et c'est prodigieux la technologie mini LED pour ça. On arrive à des performances incroyables. Par contre, ma vraie grosse déception, et je ne suis pas le seul, c'est que l'écran mini LED, le Liquid Retina XDR, n'arrive que sur l'iPad Pro de 13 pouces et pas sur l'iPad de 11 pouces qui, elle, garde l'écran précédent. Alors oui, les deux iPad Pro gagnent la 5G, gagnent la Wi-Fi 6, gagnent le SoC Apple M1, évidemment, elles gagnent tout ça, mais quand même, il y a une petite amertume de ne pas avoir cette technologie sur un iPad Pro de 11 pouces alors que c'est dispo sur celle de 13 pouces. Et ça va arriver sur celle de 11 pouces. Pas cette année manifestement, mais l'an prochain vous êtes sûr que ça arrivera. Et ça c'est pas ouf. Je vous le disais hier également, on gagne une caméra FaceTime HD ultra grand angle, la caméra de façade en fait, ce qui fait que quand vous allez poser votre tablette sur un comptoir, il y a une démo encore une fois, quand vous la posez sur un comptoir, il y a le fait que, alors je me suis perdu le nom en français, les traductions elles sont fabuleuses,
cadre centré. La technologie cadre centré fait que l'iPad va filmer en très grand angle et elle va cropper un petit peu pour vous suivre quand vous allez vous déplacer dans le cadre de la vidéo. Et ça, c'est super cool parce que, certes, ça va défoncer la qualité de la vidéo, c'est certain, mais en fait, vous êtes toujours dans le champ. C'est cool. Et en plus du SoC M1 qui arrive sur cet iPad Pro, il y a un truc que personne n'attendait non plus, c'est que le port USB-C n'est plus un port USB-C, c'est du Thunderbolt 3. Donc on passe de 10 gigabits par seconde à 40 gigabits par seconde en termes de performance. On peut connecter l'iPad Pro sur un Pro Display XDR en 6K et ça va utiliser le ratio de 16/9 du Pro Display XDR. Ça, c'est monstrueux. Est-ce que ça supportera ce même ratio de 16/9 sur un écran qui n'est pas un écran Apple? Suspense, est-ce qu'il y a des RM vidéo à un moment qui dit non, étire-toi, 16/9, c'est un écran de chez nous, oui, c'est un copain, habitue-toi. Et une fois de plus, je ne comprends pas qu'Apple propose du Thunderbolt 3 et pas du Thunderbolt 4. Là aussi, j'ai vu l'erreur dans certaines vidéos, j'ai entendu du coup l'erreur dans certaines vidéos, mais du Thunderbolt 3 au lieu du Thunderbolt 4, pourquoi? Il faut y aller en fait, que l'an dernier ça ne soit pas le cas parce que le Thunderbolt 4 venait d'être officialisé, d'accord. Là, ça fait 1 an que c'est officialisé le Thunderbolt 4. Je comprends pas qu'Apple reste sur du Thunderbolt 3, surtout sur un iPad Pro qui sert très clairement de produit de test. Avec le LiDAR, l'an dernier, c'était du test pour ensuite le mettre sur l'iPhone. Et là, je pige pas. Elle est donc disponible en précommande vendredi prochain, comme tous les produits, sauf les AirTags qui, eux, sont disponibles ce vendredi-là. L'iPad Pro de 11 pouces, elle est à 899 €. L'iPad Pro de 12,9 pouces, elle est à 1219 €. J'ai fini cette vidéo qui était un bilan le plus complet possible de cet event, de cet Apple Event. Si vous l'avez kiffé, vous mettez des petits pouces et vous le partagez autour de vous, ça c'est super important. Partagez les vidéos. Abonnez-vous parce qu'encore une fois, il y a du behind the scene qui peut être intéressant, je le pense. Vous avez les liens vers mon article, vers le Patreon, vers le Discord dans la description. Je ne vous prends pas plus de temps. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.